Donc, bienvenue à toutes pour ce Club RH, pour ce webinaire qui va donc nous occuper jusqu'à 15 heures. Comme l'a dit Nicolas, on va respecter le timing sans problème pour que vous soyez toutes libérées eh bien à 15 heures. Donc, le thème de notre Club RH, c'est la gestion des conflits. Et également cette notion de conserver une dynamique d'équipe positive quand il s'agit de gérer un conflit. Alors, donc, attendez, voilà, j'avais mon écran qui figeait. Le club RH, je passe. Vous en avez l'habitude, et puis je sais qu'il y a une grosse info, une grosse promotion donc de ce club. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je me suis présenté, mais pour celles qui sont arrivées en cours de route, je suis Stéphane Sergentet. Je suis un ancien RH. Et je suis aujourd'hui formateur certifié et j'interviens notamment sur des thématiques RH. Évidemment, c'est mon fonds de commerce et je fais partie donc du collectif Co-Créa qui est membre, enfin, j'interviens pour le compte de Réquiliance, pardon, qui est membre du collectif Co-Créa. Voilà, en ce qui me concerne très rapidement. Bon, nos règles du jeu sont toujours les mêmes. Je vais pas m'étendre non plus. Hein, bon, vous êtes nombreux cet après-midi, donc on va privilégier le chat pour les interactions. Déjà dans un premier temps, avant que vous soyez réunis en sous-groupe pour le temps de mise en situation. Voilà, donc évidemment, le but étant d'échanger. C'est vraiment une des priorités de ce club RH, c'est l'interaction, ce sont les échanges, le partage d'expériences, évidemment, et tout ça dans un climat d'écoute et de respect et de bienveillance. Le timing très rapidement. Jusqu'à 14h30, donc je vais intervenir sur cette notion de gestion de conflit en essayant de vous apporter des outils, c'est le but. Donc il y aura 4 outils principalement que je vous proposerai, qui j'espère vous seront utiles, que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. Par là de communication, évidemment, c'est important. Et puis à 14h30, vous serez réunis en sous-groupe et on vous expliquera à ce moment-là comment ça va se passer et comment vous fonctionnerez à ce moment-là. On vous donnera les consignes le moment venu. Voilà. Alors tout d'abord, de quoi on parle quand on parle d'un conflit en entreprise? Est-ce que vous pouvez nous mettre des mots dans le chat de qu'est-ce que ça évoque pour vous, le conflit en entreprise? On va bien qu'on essaie de planter un petit peu le décor là-dessus. Je serai votre porte-parole. Ok. Le Donc, désaccord, je vois. désaccord, ouais, effectivement. Ouais. Stress Stress collectif, au niveau collectif. Ouais. échanges verbaux non sympathiques aussi, je vois, Oui, de la mauvaise mauvaise communication. communication, des non-dits, de la mésentente, de la difficulté, ouais, de l'incompréhension, des attentes et des exigences fortes. Ok. Voilà, tu as un bon panel déjà. C'est un bon panel, effectivement, une diversion de valeurs, ouais, des valeurs différentes, évidemment, des plaintes, du manque de respect, ne l'oublions pas. Oui, des difficultés qui entraînent des dysfonctionnements qui sont plus ou moins importants au niveau de l'équipe, du service, évidemment. Bon, on a un joli florilège. On a un joli florilège. Je crois que une dynamique d'équipe impactée, évidemment, quand ça peut impacter tout un collectif, hein, notamment avec ce stress collectif qui était évoqué un petit peu plus haut. Et oui, on revient sur un manque de communication. Ok. Ok, merci pour vos contributions. Euh, on a planté un beau décor avec tout ça. Alors, ah, j'ai mon écran Ouais, à chaque mal-être fois qui professionnel, usure s'affiche. professionnelle, ouais, c'est un élément important aussi. Oui, absolument, je l'avais pas vu ce dernier. Donc Mal-être maintenant, comment on professionnel et place tout l'usure ça? professionnelle. Ouais, ouais.
comment on gère tout ça? Alors, évidemment, on va donner des clés, on va parfois enfoncer des portes ouvertes, c'est évident, mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir voilà au moins quelques bases. Déjà, c'est clair, mais de les renforcer avec quelques outils, comme je le disais en préambule. Euh, alors, pour renforcer un petit peu toutes vos propositions, déjà inconsciemment, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Édouard de Bono qui était un psychologue maltais. À qui on doit notamment la méthode des chapeaux de Bono. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode des 6 chapeaux. Voilà, qu'on utilise notamment en communication, mais bon, c'est pas notre sujet. Édouard de Bono, il disait que on cherche à résoudre les conflits avec un langage qui est lui-même conflictuel. Et ça, c'est inconsciemment, hein, voilà, au cœur du conflit, on utilise malgré nous un langage qui peut être teinté d'attaque, de défense, d'émotions, des réactions qui malheureusement vont faire l'inverse de ce que l'on recherche, c'est-à-dire qu'ils vont être plus finalement dans l'amplification du conflit que dans sa résolution ou plutôt dans la tempérance. Donc, et c'est là où il y a cette notion d'escalade de conflit qui va intervenir. On l'a tous pensé, on l'a tous dit à un moment ou à un autre, qui a tort, qui a raison, qui a gagné, qui a perdu. Voilà, ce genre de choses viennent nourrir le conflit et inconsciemment, voilà, on utilise un langage qui est lui-même conflictuel. Ça me semblait intéressant de vous proposer cette approche pour compléter toutes les propositions que vous avez données, parce que finalement, ce que l'on peut dire aussi, la notion de langage, eh bien, elle peut aussi avoir souvent un côté aggravant dans la notion du conflit. Je vous propose un petit visuel qui a été réalisé par Lucie, qui fait partie de l'équipe, et qui a résumé l'escalade du conflit en 3 temps. La phase tension, qui est une phase finalement où on est en désaccord, on est en incompréhension, on est dans l'incompréhension, pardon, et c'est une phase voilà, où on peut encore résoudre le conflit, on n'est pas encore dans le conflit, mais il y a moins d'écoute, il y a moins d'implication, c'est-à-dire qu'on a moins envie de faire des compromis, on a moins envie voilà, de faire des efforts, et voilà, il y a une phase de tension qui s'installe. Dans un temps numéro 2, les positions vont se polariser, c'est-à-dire que chacun va rester sur sa position. Et puis là, ça va se matérialiser vraiment par des attaques verbales, des menaces, du chantage, de la manipulation, plus ou moins évidente, plus ou moins avérée, mais en tout cas, là, la tension, elle est à ce moment-là palpable et on est rentré dans la phase conflictuelle. Et la troisième phase, c'est une phase où vraiment, là, on fera plus trop la différence entre finalement l'origine du problème, la cause, qui parfois est mineure, et puis et puis la personne, c'est-à-dire qu'on va personnaliser la relation. Et là, on va vouloir absolument avoir raison, s'imposer, lever l'obstacle qui est devant nous. Et c'est une relation qui est assez destructrice. Et là, on est vraiment, j'ai envie de dire, dans une phase qui est au sommet. Là, le conflit, il est bien, bien installé. Voilà, ce petit visuel pour résumer l'escalade du conflit. Euh, Souvent, quand on y pense, le conflit, c'est un problème qui n'a pas été traité ou qui a mal été traité pour X raisons, parce qu'on n'y a pas prêté l'importance qu'il fallait, parce que on a sous-estimé donc le conflit, qu'on n'a pas voulu le voir, qu'on l'a pas vu. Bref, et tout ça va entraîner une suite d'événements qui vont donc déboucher sur un conflit. Donc un problème apparaît, souvent simple, hein. Euh, la résolution de ce problème, elle est compliquée, voire impossible, parce qu'il y a une incompréhension par l'une des deux parties, ou par les deux parties d'ailleurs,
de ce que chacun veut, et intervient donc une situation de désaccord pour arriver à la relation conflictuelle en l'absence d'accord. Ces mots-là, problème, incompréhension, désaccord et conflit, on va les retrouver dans le premier outil que je vous propose, qui est donc la carte des PIDC. Donc problème, incompréhension, problème, incompréhension, désaccord et conflit. J'avais perdu le D au passage. Donc cette carte des PIDC, donc sont 4 mots pour nous aider, c'est-à-dire pour situer, pour ça qu'on parle d'une carte, pour situer à quelle phase, à quel moment on se trouve dans cette escalade du conflit. Et qu'est-ce qu'à ce moment-là on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'idéal évidemment. Donc le P pour problème, on l'a vu, le problème de départ, quelle est la cause initiale, et puis quel problème, qu'est-ce que ça va engendrer, quel va être finalement, qu'est-ce qui peut survenir dans cette fameuse escalade du conflit, qu'est-ce qui va venir s'ajouter par la suite. L'incompréhension, l'incompréhension de l'autre, l'incompréhension des autres, de ce qui est souhaité, de ce qui est voulu. Le désaccord, même quand on comprend clairement ce que veut l'autre, on n'est pas d'accord. Donc forcément, il y a un point de blocage. Et puis le conflit, qui lui est plus ou moins présent, violent, avéré. Donc ces 4 mots, si l'objectif, de cette méthode, donc de la carte des PIDC, c'est de vraiment savoir utiliser ces dimensions, comme je l'ai dit, pour vraiment éclairer les 4 étapes de la situation qui vont évoluer vers le conflit, et de savoir se repérer dans cet espace temps, mais aussi finalement de cet espace, de cette évolution, cet enchaînement de situations. Donc les questions que l'on va se poser, c'est quels sont les problèmes successifs qui ont été perçus par l'un, par l'autre ou par les autres. On revient sur cette notion de définition de problème. Est-ce qu'il y a eu une incompréhension? À quel moment on ne s'est pas compris? Et qu'est-ce que l'on n'a pas compris? Est-ce qu'il reste un désaccord? Même si on comprend bien la pensée de l'autre, sur quoi finalement on n'est pas d'accord? On va revenir sur cette notion finalement d'être partiellement d'accord. Ça simplifie un petit peu les choses. Et puis voilà, si évidemment la situation se transforme en conflit, voilà, force est de constater que l'on s'affronte et qu'il faut trouver une solution. Donc en synthèse, les étapes, c'est choisir donc parmi ces 4 mots pour convenir de là où on en est, et puis intervenir, et puis se mettre d'accord sur un vocabulaire commun. Souvent, on n'a pas la même définition du conflit, on n'a pas euh, la même appréhension, la même sensibilité. Donc c'est important déjà de s'entendre de ce sur quoi on parle et d'avoir un vocabulaire commun. Ça permet d'être sur un terrain, je veux dire, où au moins on se rencontre, et on va pouvoir dialoguer et puis aller vers la solution. Donc voilà, je reviens sur cette synthèse donc du PIDC, le problème, le comprendre, le résoudre, l'incompréhension, s'expliquer pour mieux à la fois comprendre, mais aussi se comprendre. Là, il y a cette notion d'intelligence émotionnelle qui rentre en compte. Le désaccord, nommer les points de désaccord, sur quoi on n'est pas d'accord. Et puis, si on a à approfondir la compréhension qui pourra motiver ces points-là, et puis surtout arriver vers une solution, un accord. Et puis le conflit, comme pour le désaccord, mais en accueillant au préalable les émotions, et cette dimension émotionnelle, on va voir que, forcément, elle est plus, elle va forcément engendrer quelques difficultés supplémentaires. Et il faudra en tenir compte pour réparer après la relation. Alors, si on en est au stade du problème, évidemment, identifier les différents problèmes, à la fois pour l'un, pour l'autre, parce que souvent, on a tendance à voir que ce qui nous concerne, donc vraiment s'intéresser tant que possible à la compréhension et à la difficulté de l'autre.
Et puis, quand on est dans la gestion, en montrant que nous, on les prend en compte en tant que manager et qu'on agit pour les résoudre. Voilà, ça c'est important d'afficher cette position-là et ça permet de prévenir le conflit. Ok, j'ai vu, j'ai constaté, je prends en considération ce problème et je les ai identifiés à la fois chez l'un, chez l'autre ou chez les autres si ça va plus loin. Le stade de l'incompréhension, sans forcément rechercher la solution, on va prendre le temps des explications pour s'assurer qu'on a bien compris la pensée de l'autre. Donc on est dans l'écoute active et comprendre ce que ressentent les autres, ce qu'ils veulent, leurs besoins, ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord. Hein. Ça, c'est une notion qui est importante, notamment dans cette nécessité de rester impartial, de rester neutre, de rester objectif, évidemment, mais au moins comprendre ce qui se passe. Et puis, bon, si on en est au stade du désaccord, eh bien, il faut échanger sur les problèmes à la source et chercher des solutions qui soient acceptables pour tout le monde. Ça nécessite souvent des compromis. Et puis si on en est au stade du conflit, il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière et puis remonter sur chacune de ces étapes pour voir où le bas blesse et ce qu'il faut faire compte tenu de l'évolution de la situation. Voilà, donc ça c'était pour le premier outil, cette carte donc des pays d'essai, qui encore une fois permet d'identifier à quel moment, dans quelle phase du conflit on se trouve, et de mieux comprendre les besoins, les attentes de chacun, de chacune, pour pouvoir, dans la mesure du possible, apporter des réponses. En synthèse, c'est une autre façon de voir les choses, mais ce que je voulais vous présenter pour vous résumer, pardon, ce petit schéma, on peut dire que ce qui est important dans une situation et c'est ce que ça veut dire, l'accord sur le désaccord, c'est que dans une situation de conflit, notamment entre deux personnes, euh, on n'est pas, on n'est pas en désaccord sur tout. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels on est d'accord, c'est OK. Donc, l'idée étant de convenir au moins sur les points sur lesquels on est en accord pour pouvoir se concentrer sur la solution et puis voilà, de manière à ne pas se disperser. C'est une façon on va dire, de faciliter le dialogue, en tout cas. Voilà, c'était en complément du pays d'essai. D'après vous, là aussi, je vais vous solliciter dans le chat, quelles sont les sources de conflits possibles? Qu'est-ce qui peut venir finalement générer un conflit au sein d'une équipe ou entre deux personnes? Ouais, l'organisation, le planning. Hmm. Oui, le manque de personnel, en effet, hein, ça c'est sûr, a créé une certaine tension. Le manque de concertation, la charge de travail, la répartition des tâches, le manque de communication, une vision différente. Ouais, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même façon de percevoir les situations. Des relations non professionnelles, oui. Le manque de motivation aussi, effectivement, Ouais, qui peut engendrer du conflit. Ouais. manque de motivation, l'interprétation de propos. Ouais. Là, on est dans l'incompréhension, en effet, manque de fiabilité, des divergences de pratiques professionnelles, oui, des implications, des niveaux d'implication différents, en effet. Ok, ok. Bon. Ouais, les La différences de salaire rémunération, aussi peuvent être la aussi. Ouais. rémunération, la pause de congé, oui, ça rejoint un petit peu le planning, mais en effet, le manque de distance professionnelle par rapport aux familles, oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là. L'absence de moyens humains, financiers, ok, qui peuvent peser sur la structure, des postures non professionnelles. Très bien, très bien. Je crois que vous avez tout dit, hein. Le poste occupé, AP, CAP, ok. Donc, Auxiliaire de puéricultrice. ouais, ok. Donc là, dans le
notion de périmètre, de responsabilité, j'imagine, des demandes imposées par la direction. Oui, on peut être en effet en désaccord avec ce qui est imposé par la direction, tout à fait. Donc là, on est plutôt dans des difficultés hiérarchiques, ou organisationnelles, ou structurelles. Ok, très bien. Vous avez tout dit, hein. Vous avez tout dit. Donc il y a, moi pour consolider un petit peu tout ce que vous avez dit, il y a aussi la méconnaissance de soi. Je veux dire par là, le fait de parfois de pas pouvoir reconnaître ses limites ou avoir une difficulté à gérer ses émotions, par exemple, ou ça peut entraîner du conflit et de la même manière, la perception et la méconnaissance que l'on peut avoir de son équipe et des individus qui la composent peuvent être source de conflit. Le fait de ne pas s'intéresser à son équipe ou être dans l'indifférence, ne pas valoriser des réussites, euh, voilà, ne pas faire preuve de reconnaissance peut générer aussi du conflit. Ça marche euh, également, évidemment, on n'est pas que dans le lien hiérarchique et dans la relation managériale, ça marche aussi entre les personnes. De manière vraiment interpersonnelle, dès lors que on s'intéresse pas forcément au travail en équipe, si on s'intéresse pas aux autres, eh bien ça peut entraîner des conflits. L'absence d'autonomie ou une autonomie inappropriée, cette notion d'autonomie inappropriée, je vous la pose là, mais je trouve que c'est plutôt intéressant dans le sens où parfois, en voulant donner de l'autonomie, c'est-à-dire en voulant bien faire, eh bien, on peut inconsciemment mettre des personnes en difficulté parce que on les met en position, on les met face à leur parfois incompétence, sans vouloir mal faire, encore une fois, hein, et on va les mettre en difficulté. Donc ça peut créer des erreurs, ça peut créer des tensions. Et ça peut gérer là aussi générer du conflit. Donc c'est important aussi cette notion d'autonomie, de bien donner l'autonomie finalement à bon escient pour que ce soit créatif, pour que ce soit porteur de résultats. Une mauvaise organisation, vous l'avez dit, l'absence de communication, une mauvaise communication, vous l'avez dit, évidemment, c'est un point crucial. Le fait aussi de ne pas donner des objectifs ou de mal les définir, ces objectifs, vous savez, les fameux objectifs qui ne sont pas smart, c'est-à-dire que l'on ne peut pas mesurer, qui sont eh bien, pas définis dans le temps ou qui sont pas réalistes ou pas atteignables, eh bien, forcément, ça peut créer là aussi des difficultés. Les erreurs individuelles, évidemment, hein, peuvent être source de conflits. Des facteurs extérieurs, vous l'avez dit, notamment en ce qui concerne les parents, ça peut être des fournisseurs aussi. Euh, et puis, il y a cette fameuse petite goutte d'eau, vous savez. Parfois, le conflit, finalement, il survient à la suite d'un événement qui est totalement anodin, mais qui va faire remonter quelque chose de plus profond. Voilà, un malaise plus profond. Donc, c'est cette fameuse petite goutte d'eau aussi qui, parfois, va venir faire déborder le vase et puis générer le conflit. Et là, quand c'est comme ça, il faut essayer de revenir le plus possible à la source. Alors, les différents types de conflits que je vous propose bien, sont les suivants. Alors, à chaque fois, j'ai essayé de vous proposer une origine et puis une solution une solution dans l'idéal, évidemment, hein, mais c'est voilà. Parfois, les solutions, on veut chercher des solutions parfois de manière un peu compliquée, alors que souvent c'est du bon sens. Le conflit de perception, c'est voilà, c'est quand on perçoit pas les choses comme elles sont ou comme l'autre les voit. Et donc à ce moment-là, ça crée un conflit. Donc l'idée, c'est d'essayer de changer de point de vue et surtout d'éviter le jugement, parce que bon, voilà, c'est ok, on peut percevoir les choses différemment.
Ce qui compte, c'est le résultat aussi, c'est la qualité de service et d'être bien organisé, efficace. Voilà, indépendamment des perceptions, j'ai envie de dire, individuelles. Le conflit d'objectifs, on l'a dit, bah ça c'est quand soit l'objectif il est mal défini, mais aussi parce qu'on n'attend pas forcément la même chose que l'autre. Et donc bah, là, l'idée c'est d'essayer de chercher un consensus bah, par la communication, par la créativité. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour y arriver, même si on n'a pas la même attente finale. Conflit de méthode. Voilà, on s'y prend pas de la même manière que l'autre. Et puis, des fois, on a du mal à accepter que les choses soient faites différemment. Et donc, bah, l'idée, c'est là aussi, c'est de se centrer sur le résultat, d'apprendre de l'autre, de se nourrir finalement d'autres méthodes pour arriver au résultat, puisque finalement, ce qui compte aussi, c'est l'objectif. Conflit de valeurs. Ce qui est important pour moi, bah, n'est pas forcément pour l'autre. Donc là, l'idée, c'est où est-ce qu'on se rejoint? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une valeur que l'on a en commun ou un objectif que l'on a en commun, de manière à ce que l'on puisse réviser nos différentes interprétations qui nous éloignent. Le conflit de besoins également, on n'a pas tous les mêmes besoins et pas au même moment. Et ça aussi, ça peut venir gérer des conflits, générer du conflit, pardon. Donc là, bah, il faut arriver à exprimer ses besoins et c'est pas toujours facile. Je vous donnerai un outil après pour exprimer les besoins, notamment vos besoins. Et puis le conflit de responsabilité également, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision que l'autre sur le qui fait quoi. Vous l'avez évoqué, cette difficulté-là, notamment dans la définition des postes, les périmètres de responsabilité des uns et des autres. Donc là, bah, il faut arriver tant que possible de clarifier les rôles, les responsabilités. Donc, bah, voilà, pour déjà arriver à gérer un conflit efficacement, et il faut déjà avoir cette vision à 360 et dire, bah oui, un conflit peut se nicher dans tout ça. Il y a aussi, on peut en rajouter, hein, il y a notamment eh bien, le conflit hiérarchique, hein, tout simplement, voilà, qui va opposer le manager à son équipe ou vous-même à votre hiérarchie. Donc les conflits hiérarchiques viennent aussi entraîner des difficultés. Le point, moi, sur lequel je voulais aussi euh, insister, c'est que finalement, alors c'est vraiment une approche un peu personnelle, mais voilà, ce serait intéressant de savoir ce que vous en pensez. C'est que finalement, le conflit, il est, je pense, davantage lié à la difficulté, à l'incapacité à travailler ensemble parfois, plutôt qu'à la condition de bien s'entendre. On a des exemples, notamment dans le sport collectif, où il y a des gens qui s'entendent pas forcément bien, mais dès lors qu'ils travaillent ensemble, dès lors qu'ils font leur sport ensemble, arrivent à avoir des résultats incroyables. Donc voilà, donc moi c'est quelque chose que j'ai tendance à croire et je pense que ça peut aider aussi cette vision-là, en tout cas si vous la partagez, à dépersonnaliser parfois le conflit et ça fait du bien de dépersonnaliser un conflit parce que ça permet d'aller de manière plus sereine vers eh bien vers la solution. Voilà. Les différentes phases d'un conflit, alors on l'a déjà évoqué, il y a cette notion d'escalade, c'est pour ça que j'ai représenté sur cette courbe-là, mais il y a notamment un élément que je voulais vous apporter différent, donc trois phases logiques, enfin logiques, plutôt j'ai envie de dire oui, logique. La phase de divergence, où là on a un désaccord qui est confirmé, mais c'est OK, le conflit, il est encore évitable. Il suffit, c'est pas forcément le plus facile, mais d'échanger, de communiquer de manière constructive. La phase de tension, bah, c'est dès lors que la dimension émotionnelle rentre en compte. Là, ça devient plus compliqué parce que forcément, là, dès qu'on touche
à la dimension émotionnelle, bah, ça vient bousculer ce que l'on a à l'intérieur de nous et ça peut générer des réactions parfois virulentes. Donc là, il faut intervenir urgemment, hein, il faut stopper l'escalade quand c'est possible pour pas arriver à cette phase de blocage où là, ça devient carrément compliqué et impossible d'échanger. Et c'est à ce moment-là que ça va entraîner des dysfonctionnements, tels que vous l'avez dit notamment tout à l'heure dans le chat, des dysfonctionnements qui parfois sont difficiles à, eh bien, à- à- comment dire, à résoudre. Et enfin, bah, la phase d'affrontement, bon là, c'est quand ça éclate, les tensions accumulées sont libérées. Donc l'objectif étant d'apporter des solutions, mais le plus tôt possible. On peut apporter une solution lors de la phase d'affrontement, c'est possible, hein, mais ça sera beaucoup plus énergivore, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc plus tôt, plus on est réactif, plus on intervient tôt et mieux c'est. Et il y a une dernière phase qui est fondamentale dans la gestion du conflit, c'est la phase de rétablissement. Parce que on a tendance à croire parfois que lorsque l'incendie est éteint, lorsque l'on a géré le conflit, eh bien c'est ok, voilà, le job est fait. Eh bien, pas tout à fait. C'est-à-dire que là, cette phase de rétablissement, elle est très importante parce que le conflit laisse des traces. Voilà, ce que j'ai appelé la mémoire du conflit. Et donc, il faut arriver à retourner à un état de normalité. Ça ne veut pas dire revenir à la situation telle qu'elle était avant, parce que, bah voilà, un conflit, ça change les choses. Entre-temps, il s'est produit des choses, il y a eu des dysfonctionnements. Donc, on va revenir à un état de normalité pour qu'on continue à bien travailler ensemble de manière efficace, de manière cordiale, dans le respect. Donc revenir à un état de normalité. Mais tout en évaluant les dommages subis sur l'organisation, sur le service, et puis les traiter. Voilà, parce qu'il y a peut-être encore des choses à faire, bien que tout semble revenu à la normale, entre guillemets, eh bien, il y a encore du job, il y a encore des choses à faire. Et évidemment, ça permet aussi d'évoluer dans sa pratique, dans sa posture, et bien de se servir de cet événement comme de quelque chose de positif finalement qui nous permet aussi d'être dans l'amélioration continue. Voilà les différentes phases d'un conflit avec cette phase de rétablissement qui est importante. Alors, pour éviter et gérer un conflit, la communication c'est indispensable. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Euh, la communication va nous permettre eh bien d'agir au mieux en tout cas. Et moi, je vais vous proposer quelques outils qui sont de l'ordre de la communication. Alors, rapidement, les freins à la gestion du conflit, je voulais aussi poser ça. Souvent, ce sont des croyances limitantes qui vont nous empêcher d'intervenir. Alors que, voilà, clairement, et on l'a tous pensé à un moment ou à un autre, ça se passe toujours mal avec cette personne, il n'y a rien à faire. Plus on en parle, plus on va donner de l'importance à l'événement, et puis, bah voilà, donc évitons d'en parler. De toute façon, j'ai pas la solution, ça dépend pas de moi. De toute façon, le service fonctionne. Pourquoi est-ce que je m'intéresserais à ce non-événement? Le sujet est trop sensible, j'ai peur de mal faire, j'ai pas le temps pour ça. Et puis, de toute façon, ça va bien finir par passer. Bon, ça, ce sont des croyances qui sont limitantes et qui vont derrière lesquelles on va parfois avoir tendance à se réfugier et qui nous empêcheront d'intervenir efficacement. Donc, les leviers, là aussi, des évidences, mais ça fait du bien de se les rappeler. Eh bien, c'est susciter la confiance pour que chacun puisse s'exprimer librement. C'est miser sur l'écoute active, euh, faire preuve d'impartialité, d'objectivité. C'est d'identifier le plus tôt possible, donc c'est pour ça qu'il faut être réactif, mais d'identifier le plus tôt possible quelle pourrait être l'issue, faciliter la communication, on va y venir, identifier ses propres limites, on l'a déjà dit, mettre de la distance aussi, c'est-à-dire dépersonnaliser
C'est-à-dire, voilà, on a un problème à gérer, même si effectivement ce sont des personnes, évidemment, on peut pas le nier, mais en tout cas, le dépersonnaliser et mettre de la distance, ça permet aussi de se protéger et de pas prendre les choses trop à cœur et d'y laisser trop de plumes, si je puis dire. Voilà. Alors, l'outil numéro 2 que je vous propose, c'est le feedback. Le feedback, c'est un outil précieux et j'ai trouvé un sketch note qui a été réalisé par un facilitateur graphique qui a un site internet intéressant, Bloculus. Donc, si vous allez faire un tour sur ce site, vous y trouverez plein de ressources intéressantes. Donc, son sketch note est le suivant. Voilà, on va le parcourir ensemble. Mais voilà, pour repositionner ce qu'est un feedback, c'est important, je crois, d'être clair là-dessus. C'est vraiment un retour d'une personne à une autre personne. C'est à propos d'une situation, d'un comportement ou d'un travail réalisé. Donc ça se passe forcément entre deux personnes. Ça peut être soit positif, soit négatif. Si c'est positif, on va mettre en évidence quelque chose qui fonctionne bien et on va dire continue à le faire. Ça permet de valoriser, de reconnaître la personne, mais surtout d'inciter à continuer à bien faire. Et le feedback négatif, bah oui, bah c'est là pour le coup, c'est de mettre en évidence ce qui est pas optimal, ce qui mérite d'être corrigé et amélioré. Et les conditions, pardon, du succès, on va dire, d'un bon feedback, eh bien, c'est que ce soit fait en tête-à-tête, au bon moment. Voilà, pas entre deux portes, pas comme ça à la va-vite, mais vraiment au bon moment. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit spécifique, c'est un sujet, un point. C'est pas, on refait pas toute l'histoire. Et puis, c'est objectif. Voilà. On se repose sur des faits, sur ce que l'on a pu observer, et on ne fait aucun jugement, aucune interprétation pour pas biaiser les faits souhaités. Euh, Ce qui est important également, c'est des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Il y a une méthode, hein, elle existe, hein, qui est la méthode du feedback en sandwich. Euh, Moi, personnellement, je la déconseille, cette méthode, parce qu'en fait, pourquoi le sandwich? Parce qu'on commence par un feedback positif, pour pas heurter la personne, pour rentrer de manière soft. C'est bien ce que tu fais, mais... et là, c'est le morceau de résistance, là, c'est la viande, hein, où on va faire passer un message négatif. Et puis on va terminer par le moelleux du pain du dessous avec un feedback positif pour faire passer la pilule. Bon, ça, vous pouvez être sûr qu'à partir du moment où vous avez prononcé le mot mais, toute la partie positive passée et à venir, elle ne sera pas entendue, elle ne sera pas écoutée et que la personne se focalisera que sur le mais. Donc, voilà, l'impact positif, il a disparu et vous pouvez être sûr que c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc l'idéal, c'est de faire vraiment un feedback par message, soit un message positif, soit un message d'amélioration. Évitez le tu. On a l'habitude de dire que le tu tue. Voilà. Tu est mauvais, tu n'est pas bon. Voilà, c'est agressif. On est dans le jugement. Donc c'est important de ne pas utiliser le tu, mais de parler toujours en son je. Et les on aussi, évidemment. On m'a dit que, on pense que, etc. Non, c'est vous qui vous exprimez quand vous faites un feedback et ça n'engage que vous. Voilà, le on c'est imprécis, c'est facteur de désaccord, évidemment. Donc voilà, donc parler de faits, de besoins et toujours en son je. Voilà, ça c'est vraiment des règles et des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Justement, en termes de règles, 3 règles simples. On a l'habitude de dire qu'il faut être dur avec les problèmes, mais doux avec les personnes. Voilà. Donc ça, c'est un premier point important. La règle numéro 2, alors ça n'engage que notre facilitateur graphique. Il nous dit que pour un feedback négatif, il faut en faire 9 positifs. Bon, ça c'est encore une fois, ça n'engage que lui, mais ça veut dire que
voilà, finalement, le positif enfin le négatif est toujours plus retenu que le positif. Donc il faut, voilà, pour contrebalancer, il faut donner toujours plus de positif que de négatif. Et enfin, la règle numéro 3, c'est qu'un feedback, ça se prépare, ça s'improvise pas. Donc il faut prendre le temps de préparer son feedback. Ces méthodes-là, on va y revenir. La méthode DESC, la méthode OSBD, on va y revenir. Donc je ne vais pas insister trop longtemps sur cette partie-là du sketch-note. Et voilà, donc on va aller tout de suite sur ces méthodes-là si c'est OK pour vous. Avant, je voulais vous parler de l'écoute active. On en parle beaucoup de l'écoute active, c'est un peu comme de la bienveillance, etc. Mais j'aime bien, moi, repositionner un peu les notions. Là, pareil, je vais faire appel à vous dans le chat. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'écoute active? Hop, Hmm. un peu plus difficile. Reformuler, Ouais, non-jugement. reformuler, le non-jugement, retraduire ce qui a été compris, l'empathie, oui, écouter sans donner son avis, la disponibilité, très bien. Être ouverte, attentive, pas de jugement, reconnaître les émotions, questionner, la disponibilité de l'interlocuteur, ok, reformuler, oui. Pas seulement écouter, mais entendre. J'aime bien cette différence-là, en effet. Pas interpréter, jamais nier ce qui est dit, pas couper la parole, laisser la personne aller jusqu'au bout, oui, très bien. Très bien, vous avez tout dit là aussi. Questionner, bien sûr. Synthétiser, reformuler, respecter le silence, très bien. Respecter les silences, oui. Rester concentré sur la personne, hein, éviter de regarder son téléphone ou ses mails en même temps. Manifester de l'intérêt. Voilà, ce que tu dis, ça m'intéresse. Je suis intéressé par la personne. Voilà, je me focalise sur elle. Faire silence, j'avais dit, important, les temps de silence. Euh, c'est pas le plus important, mais c'est très très important de respecter ces temps-là. Il se passe beaucoup de choses dans les temps de silence. Ça permet d'observer le langage corporel de la personne euh, et puis d'écouter les émotions aussi, voir dans quel état émotionnel la personne se trouve. Donc ça passe aussi par l'intelligence émotionnelle et l'empathie. Voilà. De toute façon, l'écoute active n'a pas de secret pour vous. C'est une évidence. Est-ce que la communication non violente, c'est quelque chose, c'est un concept qui vous parle? Ok. Ah oui, quelques oui. Ouais, il y a quelques oui, il y en a même pas mal, en Ouais, effet. tout à fait. Parler des faits, non des personnes. Ok. Ok. Bon, on va pas, voilà, la communication non violente, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais voilà, moi je voulais vous parler de communication non violente pour introduire deux outils. Euh, alors déjà, voilà, pour repositionner un peu, redonner un peu de contexte, c'est un process de communication qui a été créé dans les années 70 par Marshall Rosenberg, qui était un psychologue américain, qui parle de communication de cœur à cœur, d'expression bienveillante. Il dit aussi, et c'est important, que on peut communiquer sans violence, mais pas sans colère. Voilà, on peut être en colère, c'est OK. Et les objectifs de cette communication non violente, c'est vraiment de se donner toutes les chances d'obtenir ce que l'on veut. Et c'est développer ses capacités à exprimer ce que l'on ressent et à formuler clairement ses demandes. Donc c'est vraiment une démarche, un process de communication qui est assez structurant de ce côté-là. C'est-à-dire, encore une fois, ce qui va faciliter l'expression de ce que l'on ressent et de formuler ses demandes. C'est évidemment instaurer un climat de confiance, hein,
où on va créer un dialogue où chacun se sent reconnu, et enfin, bon, prendre soin de ses besoins, et puis du plaisir à prendre soin des besoins des autres aussi. Voilà, cette dimension-là qui rejoint cette fameuse communication, enfin cette idée de la communication de cœur à cœur. Vous voyez, il y a deux animaux de représenter, la girafe et le chacal. C'est pas un hasard, hein, puisque Marshall Rosenberg, il avait souvent dans ses conférences deux marionnettes, la marionnette de la girafe et la marionnette du chacal. La girafe incarnant la communication non violente de par sa hauteur, de par ses grandes oreilles, son grand cœur, c'est le mammifère terrestre qui a le plus grand cœur, et son ancrage aussi avec ses sabots. Voilà. Alors, troisième outil que je vous propose, c'est la méthode DESC que l'on va utiliser pour faire un feedback, notamment, vraiment dans cet esprit de communication non violente. Le D, c'est la description. Alors, je donne un exemple. Vous allez exposer les faits qui ont mené au désaccord. Dans toutes les méthodes que l'on va vous proposer, c'est toujours simple, c'est toujours objectif. C'est vraiment ce que l'on a constaté de manière factuelle. Voilà. Donc, je constate que cela fait 2 fois que tu ne viens pas à la réunion avec les parents. Voilà. C'est un constat qui ne doit pas appeler ou amener à une quelconque contestation. Le E, c'est les émotions. C'est se concentrer sur ce que l'on ressent. Et là, dans notre exemple, cela me peine que tu ne prennes pas le temps de participer à ces moments importants. Bah, c'est très simple, et on expose ce que l'on ressent. Le S, c'est la solution. Voilà, donc c'est suggérer une issue et demander une alternative. C'est-à-dire, je te propose de revoir ensemble le calendrier de ces réunions. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc, on propose une issue, on propose une solution. Et on invite donc la personne à qui on fait le feedback à nous proposer éventuellement une alternative. Donc on n'exige pas quelque chose. Et le C comme conséquence, c'est-à-dire remercier en insistant sur les effets positifs de la solution. Je te remercie. Je suis certaine que tu apprécieras ces temps d'échange. Voilà. Cette méthode-là, la méthode DESC, est donc un outil de communication non violente, une méthode qui permet de manière structurée de faire un feedback positif ou négatif à quelqu'un. Ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Donc voilà, mais c'est vraiment une façon, encore une fois, structurante d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer une demande et d'arriver vers la solution, notamment en gestion de conflit. Autre méthode, la méthode OSBD, qui donc est une autre méthode, là aussi, dans la même idée, très structurante. Le O pour observation, donc on est toujours dans ce que l'on a constaté, hein, on énonce des faits, sans évaluation, sans jugement, ni interprétation, ni préjugé, donc que les faits. S comme sentiment, c'est-à-dire j'exprime ce que je ressens, quelle est mon émotion par rapport à ce que j'ai observé. Là aussi, attention au tu qui tue, préférer le jeu dans l'expression de ses émotions, évidemment. Le B comme besoin, donc c'est un besoin qui n'est pas nourri chez moi, compte tenu de ce que j'ai observé et compte tenu du sentiment que ça a provoqué chez moi. Donc là, on va mettre l'accent sur ce qui est important pour soi. Et D comme demande, c'est-à-dire que je formule une demande claire, réalisable. C'est pas un ordre, c'est pas une menace. La demande, elle doit rester ouverte et négociable. Voilà. Autre autre outil, pardon, qui est une méthode également, là aussi très structurante, qui se travaille, hein, qui s'improvise pas, parce que spontanément, on n'a pas forcément tendance à faire un feedback structuré de cette façon-là, mais en tout cas, ça aide, encore une fois, à exprimer, à obtenir ce que l'on veut finalement.
Alors, je vais vous donner un exemple, puis vous allez essayer de me le retravailler avec la version OSBD. Donc, un exemple de communication violente. Franchement, Hélène, tu pourrais lâcher ton téléphone 2 minutes. On est dans une réunion. C'est hyper irrespectueux pour moi et l'équipe. Si tu n'es pas intéressé par la réunion, tu n'as qu'à partir. Bon, c'est un peu exagéré, évidemment, et c'est volontairement violent. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être le même exemple avec la version OSBD? Est-ce que quelqu'un veut s'y essayer en prenant la parole? N'hésitez pas, ou sinon dans le chat, si vous avez du mal à vous lancer. Ah, ouais. Hélène, je vois que tu as besoin de téléphoner, effectivement. Ok. Tu es occupé par tes messages, très bien. Ok. Ensuite. Ouais. Hmm. Il y a des choses. Ça dérange la réunion en cours. Peut-être que peux-tu t'éloigner le temps d'échanger. Ouais. Oui. Oh, je constate que tu es sur ton téléphone depuis quelques minutes. Cela me gêne dans la réunion, oui. Est-ce urgent? Peut-être prendre l'appel à l'extérieur. Ouais. Ok. On est pas mal. On est pas mal dans le. J'ai besoin de ton attention. Oui. Ok. 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 Bah, merci pour vos propositions. Alors voilà ce que je vous propose. Depuis le début de la réunion, tu regardes souvent ton téléphone, Hélène. Bon, voilà, c'est factuel. Hélène, normalement, elle peut pas trop dire non, c'est pas vrai. Euh, je me sens déstabilisé et frustré. Ça, c'est pour le sentiment. J'ai besoin d'écoute et que chacun soit présent pour favoriser un bon climat d'échange. C'est le besoin. Peux-tu mettre ton téléphone de côté pour que nous soyons tous connectés? Si tu attends un appel urgent, nous pouvons faire une pause et en parler rapidement, par exemple. Voilà. Ou alors, comme vous l'avez proposé, tu peux évidemment sortir pour prendre ton appel. Voilà. Donc, euh, encore une fois, c'est pas une méthode forcément évidente à laquelle on pense, on va dire spontanément, mais en tout cas, voilà, bah, essayez-la à l'occasion. Peut-être que vous pourrez vous l'approprier. Euh, bah, j'en serais ravi d'avoir vos retours à ce sujet-là. Voilà pour les différentes méthodes, donc à la fois Desk et OSBD. Il y en existe d'autres, mais voilà, moi je voulais mettre l'accent sur ces deux-là. Pour terminer, je voulais vous parler d'assertivité euh, et sur un instant donné, comment réagir. Ophélie nous demande ça. Je vois pas Ophélie. Si tu pouvais peut-être préciser ta question. Euh, bon, on Après, peut. effectivement, c'est vrai que aussi l'idée de ce que tu évoques, c'est de justement à travers les feedbacks, à travers de préparer au Oui, mieux oui, pour traiter les conflits et qu'effectivement d'éviter aussi de réagir bah, quand un conflit et voilà, je pense qu'Ophélie, voilà, ouais, dans le d'accord. sens voilà, sans un pro, voilà. Ouais. Effectivement, comment Ouais, bah sur l'instant donné, la méthode OSBT, ça peut marcher évidemment. C'est ça justement, demande un peu euh, d'entraînement et de mais pratique, voilà. j'imagine. En tout cas, ça demande de l'entraînement et de la pratique, c'est évident. Mais sur le moment, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Ça se travaille. Autre Non, bah, outil quand tu as pour compris, enfin, terminer.
Pour Oui, terminer, pardon. excuse-moi, mais quand tu as compris le principe, après, effectivement, tu peux Oui, identifier rapidement, c'est ça. j'imagine, C'est ça. OSBD et tu le C'est ça. retranscris C'est ça. rapidement. Là, ça Exactement. paraît effectivement, comme vous le Ouais. découvrez, Ouais. Mais pas évident, mais on peut s'entraîner sur, ouais, ça se travaille en effet. Et on peut s'entraîner sur ses enfants, hein, ça marche bien. Moi, je l'ai pratiqué avec mes filles, ça marche bien. Alors, l'assertivité, pour terminer, l'assertivité, on a l'habitude de dire qu'on n'est ni paillasson, sur son mari aussi, bien sûr, ça marche. Marielle, évidemment, faut y aller. Ok, l'assertivité, pour terminer, ni paillasson ni hérisson, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. L'assertivité, c'est ne pas fuir, mais dire les choses. Voilà, ne pas laisser fuir l'autre avec l'illusion que la situation, elle est réglée. C'est ne pas agresser, mais s'affirmer simplement tout en respectant l'autre. C'est ne pas manipuler, être direct. Et c'est ne pas être le seul à affirmer, mais permettre à l'autre de s'affirmer aussi. Voilà. Donc c'est vraiment s'imposer tout en respectant l'autre. Voilà, c'est une position qui est importante. C'est une forme de communication, l'assertivité, et qu'on a l'habitude de repositionner dans la grille PAMA. Donc PAMA pour ni passif, ni agressif, ni manipulateur, mais simplement assertif. Le passif représentant plutôt la fuite, l'agressif, l'attaque, le manipulateur, le fait d'être indirect, et puis assertif, simple et direct. Voilà. J'accélère, mais on a fini. Voilà, c'est aussi autre outil qui est intéressant, c'est de savoir expliquer pourquoi on dit oui, savoir expliquer pourquoi on dit non. Une décision expliquée, bah, c'est clair, c'est transparent, et on a besoin de transparence dans une équipe et pour résoudre des conflits. Et c'est aussi faire preuve de courage. Et quand on fait preuve de courage, en règle générale, on inspire de la confiance, du respect et on favorise l'engagement de ses équipes. Voilà. Merci pour votre attention à toutes et tous. Un peu de biblio que vous aurez à dispo. Je vous recommande vraiment ces deux ouvrages qui sont très très pratiques et qui pourront venir nourrir votre manière de faire du feedback et de gérer les conflits. Voilà. J'en ai terminé, Nicolas, avec allez, 1 minute de dépassement. merci pour tout. Juste une dernière petite chose très importante, si tu peux me remettre la prochaine slide. Oui, Donc, j'arrive. ouais, Voilà. Non, hop. celle-là. Peut-être Voilà. qu'on va passer rapidement parce que tout le monde veut. Juste le QR Ok, code. le QR code. Ouais, Voilà. on sait, il est 14h58, il nous reste 2 minutes pour vous demander, parce que c'est important pour nous, hein, parce que c'est aussi ça qui fait qu'on peut vous proposer ces rencontres, notamment animées par Stéphane et Julie, dans le cadre du Club RH gratuitement, notamment grâce à des financements de la CAF. Et donc, vos retours sont très importants pour ça, mais sont aussi très importants pour nous aider à faire évoluer les choses, hein, nous dire si ça vous convient, ce qui vous convient moins. On les fait évoluer vraiment en fonction de tout ça. Donc, je vous incite vraiment à flasher ce QR code vers le questionnaire qui est le même que d'habitude, mais sur lequel, effectivement, on a besoin de vos retours les plus nombreux possibles. Et puis, effectivement, vous dire aussi que sur la dernière minute, le club RH continue. Si tu peux remettre la slide juste d'avant, puisque le prochain rendez-vous est prévu en présentiel. On vous a trouvé un super lieu, comme il fera beau et que ça sera la canicule, on aura la chance d'aller à l'UCPA, la station de UCPA de Bordeaux sur les toits, où Je on a viens. trouvé. Je viens. On s'arrangera, Stéphane, on s'arrangera effectivement. Et surtout, au-delà de tout ça, on va parler d'un élément qui a été abordé très souvent dans les questionnaires, c'est comment on fait pour fidéliser les salariés. Vaste sujet, hein, n'est-ce pas, Stéphane? Hmm. Qui sera animé toujours par Equilance, bien évidemment, mais aussi par des partenaires, donc Avenir Actif. Vous allez faire leur connaissance le 2 juillet prochain et ils vous montreront en quoi ils peuvent aussi être un outil de fidélisation pour vos salariés.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie vraiment beaucoup. Il est 15 heures pile. On a respecté le planning. On s'améliore par rapport à la dernière fois, même si on n'avait pas on n'avait pas dépassé de beaucoup. Merci. On vous libère et à très bientôt, en tout cas, pour le prochain Club RH le 2 juillet. Et puis le 22 septembre, également en distanciel. Merci Voilà. à C'est bien, toutes c'est pour officiel, le 22 votre septembre. participation.